Je suis journaliste à Radio France Internationale, RFI. Généralement, quand vous faites une enquête environnementale pour RFI, vous vous retrouvez assez vite en Afrique. Par exemple, près d'une mine de cuivre en République démocratique du Congo, ou près d'un gisement d'uranium au Niger, avec des populations locales qui paient souvent le prix fort de l'extraction minière. Cancer, maladies de peau, maladies respiratoires. Pourtant, ce n'est pas en Afrique que j'ai trouvé une mine et des gens malades. C'est au cœur de la France, dans une région magnifique, les Cévennes. Terre d'évasion, d'histoire, de rencontres singulières, les Cévennes offrent un archipel de mondes à part aux visiteurs qui s'y arrêtent. De forêts de châtaigniers en terrasses cultivées, chaque voyageur tombe rapidement sous le charme d'une nature que les Cévenols ont su apprivoiser à force de labeur. Un an d'investigation, derrière la carte postale comme on dit. Ici, à 2 pas du parc national des Cévennes, des taux énormes de métaux lourds et d'arsenic ont été mesurés dans les sols et dans certains cours d'eau. Une vaste pollution qui touche près de 6000 habitants. 3 villages au moins sont directement concernés. Saint-Félix-de-Palière, Toiras, Tornac et une ville, Anduze. Ici, on a exploité le zinc et le plomb pendant plus d'1 siècle et abandonné des déchets très toxiques. Tous les produits les plus dangereux, on les a ici. Thallium, cadmium, arsenic, les cyanures, les poisons. Vous prenez la maison du dessus, cancer. Les 2 maisons qu'on voit ici, à gauche, cancer. Là-bas, cancer. Il y en a en pagaille. Cette pollution aux métaux lourds a été dissimulée à la population locale jusqu'en 2011. Et aujourd'hui, les habitants demandent des comptes à l'État. Si vous pensez qu'on va engager ici des mesures de dépollution, la réponse est non. Bon, c'est du foutage de gueule, c'est tout, c'est pas possible. Voilà l'histoire d'une omerta en pleine nature qui engage lourdement la responsabilité de l'État français et celle d'une multinationale belge, Umicore. Pour réaliser ce film, j'ai travaillé avec Bernard Nicolas, lui aussi journaliste d'investigation. Là, tu as le ruisseau de la mine d'en haut qui rejoint le ruisseau de Valrode. Ah, ils se rejoignent là? Là, ça passe par l'ancienne mine Joseph, celle qui a fermé en 55, la première. La région d'Anduze a connu 123 ans d'exploitation minière, de 1848 à 1971. À partir de 1945, jusqu'à 150 mineurs, ingénieurs et techniciens creusent tous les jours une partie du piémont cévenol. 80 000 tonnes de zinc, 34 000 tonnes de plomb sont extraites, mais aussi du cadmium, de l'argent, du germanium, pour le compte de l'industriel belge Vieille Montagne, aujourd'hui rebaptisé Umicore. Une fois les mines fermées, la région se tourne vers le tourisme vert. Pour enquêter, nous décidons de nous installer au cœur de la région. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Avec de la, vous savez, comme une sorte de... Un truc visqueux. Ouais. C'est gras. Ici, la pollution, on en parle peu. Nous logerons dans ce gîte, à Tornac, l'un des villages pollués. Il y a 2 ans, le propriétaire des lieux a reçu une fiche de recommandation. Il a choisi de la montrer à ses clients. Le document est un peu angoissant. Il est édité par un service public, l'Agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon. Conseil sanitaire destiné aux personnes vivant sur ou à proximité de sols fortement concentrés en métaux et métalloïdes. On imaginerait davantage de tels conseils à Tchernobyl ou à Fukushima. Lavage fréquent des mains avec du savon, surtout avant les repas. Ne pas laisser les enfants jouer dans la terre. Ongles coupés courts, régulièrement brossés. Limiter l'entrée des poussières extérieures. Par les chaussures, les objets, les animaux domestiques qui rapportent des poussières via leurs poils. Préférez les sols et revêtements facilement lavables dans les habitations, carrelage, parquet. Évitez tapis et moquettes qui retiennent les poussières.
Nettoyage humide des sols des habitations. Préférez la serpillière au balai ou à l'aspirateur qui remettent les poussières en suspension sans les éliminer. Ces recommandations ne sont adressées à la population locale que depuis février 2014. Avant, rien. Pendant 40 ans, les habitants de la région ont ignoré le danger. Voici l'homme qui a brisé le secret. Son nom, Johnny Bowie. Aucun rapport avec David, même s'il est musicien professionnel. Rien ne prédestinait cet artiste à se muer en lanceur d'alerte, à délaisser la musique pour simplement faire du bruit. Un maximum de bruit à propos de cette pollution. Tout est pourri dans le sol, là. Tout est partout, là. Partout où tu marches. Johnny Bowie s'installe en 2007 dans cette propriété achetée quelques années plus tôt à Umicore, la compagnie qui exploitait les mines. En signant l'acte d'achat, le notaire laisse échapper une drôle de mise en garde. C'est le notaire qui, avec un espèce de langage de bois quand même, nous a expliqué qu'on ne pouvait pas faire un jardin potager parce que, ou alors, ne jamais prendre l'eau dans la rivière parce que le plomb se retrouvait essentiellement dans l'eau. Et selon lui, ce plomb venait d'où? De l'exploitation minière. L'achat est pourtant conclu. Mais intrigué, Johnny Bowie commence à faire des recherches. Il s'intéresse à ces flaques jaunâtres, à proximité de l'un des anciens puits miniers, situé juste au-dessus de chez lui. Alors j'ai mon petit papier ça va provoquer une réaction chimique et je vais calculer l'acidité, le pH. Alors il n'y a pas besoin de le tremper longtemps. Hein. Voilà. Wow. Vous voyez, on est à 2, ça c'est sûr, mais on aurait une tendance probablement à 1,80, 1,50. C'est absolument énorme. Cette extrême acidité de l'eau trahit la concentration en métaux lourds. Imaginez un gosse qui tombe là-dedans la tête la première, il est aveugle, puis il avale du liquide, il est mort. Quoi. En 2008, Johnny Bowie croise un couple et son enfant, ici même, près de l'entrée de l'ancienne mine. Comme le petit est en train de jouer dans une flaque, il alerte les parents. Le père s'étonne qu'aucun panneau ne prévienne du danger. Quelques semaines plus tard, cet homme se présente chez Johnny Bowie. Il ne donne pas son identité et lui tend un mystérieux dossier. Je vous donne ça. Et je vous souhaite bonne chance. Et il est parti. Et il est parti. Ce document de 20 pages est une étude scientifique réalisée par Géodéris, un service public en charge des risques sur les anciens sites miniers. Géodéris a analysé les sols de la région et fait quelques prélèvements d'eau, essentiellement là où les déchets ont été stockés ou ont servi de remblai. Comme ici, près de la maison de Johnny Bowie. Sur ce terrain proche d'un ancien puits de mine. Sur cette colline. Ou encore l'eau de ce ruisseau, le Palérol. 64 points de prélèvement en tout. Mais le dossier est difficile à comprendre. Les tableaux affichent des données brutes. Le document parle de teneur en plomb et en arsenic très élevés. Géodéris déconseille la baignade, le pompage d'eau potable, l'arrosage et l'irrigation, sans plus de précision. Pour mesurer l'étendue du danger, Johnny Bowie contacte André Picot, l'un des plus grands toxicochimistes français, et lui soumet l'étude. Je lui parle des taux. Alors il me dit, non mais vous devez vous tromper, monsieur, vous devez vous tromper. Il me dit, non, c'est pas les milligrammes. Dites-moi comment c'est écrit, ça peut pas être des milligrammes. Il ne le croyait pas. Non, il ne le croyait pas. C'est ce document-là, André Picot, qu'il vous envoie. Oui, exactement. C'est exactement celui-là. Et j'ai été très, très étonné, effectivement, de la teneur qu'il pouvait y avoir, en particulier de plomb et d'arsenic et d'antimoine, en fait. Alors, il me donne d'autres conseils. Il me dit, bah, écoutez, il faut... vous avez raison, il faut bouger, mais vous allez voir, c'est dur, c'est une affaire d'État. Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Pourquoi le ministère de la Santé n'a pas fait faire des enquêtes?
On a bien fait des enquêtes très importantes sur la dioxine, par exemple, avec les incinérateurs. Eh bien, moi, je pense que ce problème des mines est sûrement beaucoup plus important encore que celui des incinérateurs. Johnny Bowie est le seul habitant de la région à avoir ce document explosif entre les mains. Une étude que la préfecture du Gard détient depuis mars 2008, mais qu'elle n'enverra qu'en décembre aux mairies concernées. Pourquoi avoir attendu 9 mois avant de la transmettre? Nous posons la question au préfet de l'époque, Dominique Bellion. Je n'ai aucune explication. Il y en a, ça me parle, mais alors je n'ai aucun souvenir précis. Les dossiers dont moi je me souviens, c'est les dossiers de crise. Alors, si vous parlez du Gard, pour moi, c'est les inondations de 2005. Le préfet a oublié. En revanche, les maires de Toiras et de Saint-Félix-de-Palière se souviennent avoir reçu un document incompréhensible. Mais ce document, quand on le reçoit, on l'a lu, on l'a relu. Il y a des choses qui sont faciles à comprendre et d'autres beaucoup moins. Le poids de mesure Niton PT29, moi je ne peux pas savoir ce que c'est. Le très chargé en manganèse 2345, un U bizarre et un G, enfin, bon, j'y comprends rien, moi. Alors là, ce tableau, c'est de l'hébreu, mais très très ancien. Moi, je peux pas. Qui comprend? Pour un gars comme moi, c'est pas catastrophique, puisqu'ils en sont conscients et qu'ils me l'envoient. Bon. Pourtant, dans une lettre accompagnant l'étude, le préfet fait quelques recommandations. Je vous invite à mettre en œuvre des mesures simples de sécurité, telles que signalisation du danger ou clôture éventuelle des zones les plus contaminées. Les maires affirment ne pas en avoir les moyens. La zone à couvrir est trop vaste. Seul Johnny Bowie s'active. Il tente d'alerter jusqu'au plus haut niveau de l'État. Tous les jours, le week-end, tout le temps, téléphone, ministère. Présidence de la République, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Johnny Bowie reste mobilisé. 2009, 2010, rien ne se passe. En 2011, Johnny Bowie contacte un ingénieur des mines indépendant, Stéphane Garcia. Il lui demande de déchiffrer l'étude publique. L'ingénieur reprend les résultats des prélèvements. Les taux de contamination sont très élevés. Entre 13 et 226 fois les teneurs naturelles en plomb dans le sol. Entre 17 et 100 fois pour l'arsenic. Le cadmium, entre 6 et 13 fois les valeurs naturelles. L'antimoine, entre 5 et 6 fois et demi les teneurs naturelles. Même tendance pour l'analyse des cours d'eau, flaques et ruissellements. Conclusion de l'ingénieur, le site de Saint-Félix-de-Palière n'est pas adapté à un usage résidentiel. Pire, il y a peut-être des risques pour les 3400 habitants d'Anduze. Ce travail est validé par André Picot. L'ATC, son association toxicologie-chimie, publie l'étude. Stéphane Garcia a fait un travail remarquable. Nous n'avons reçu aucune contestation des chiffres qu'on avançait. Cette fois, le travail fait mouche. Le Midi Libre, le journal régional, relaie les informations de l'étude de l'ingénieur. Près de 6000 personnes sont potentiellement concernées, 4 communes. À Saint-Félix-de-Palière, des habitants créent en 2012 l'association pour la dépollution des anciennes mines de la vieille montagne. Elle propose des analyses de sang et d'urine aux habitants les plus exposés. Comment va? Bonjour, on s'est arrêté à la mairie de Saint-Félix. Il y avait du monde. François Simon, médecin à la retraite, membre de l'association, supervise ces analyses. On voit de façon évidente que le site est pollué, très pollué, et que ça ne peut avoir que des répercussions sur la santé. Et moi, en tant que médecin, quel a été mon réflexe? Je suis allé voir les gens qui étaient sur place, on a vu quelques personnes, et il y a des gens qui se sont portés volontaires pour réaliser des analyses. Parmi les 17 volontaires, des membres de la communauté des roulards. Une centaine de personnes qui vivent à l'année dans des caravanes et des camions.
Elles sont installées sur l'un des sites les plus pollués, l'ancien carreau de mine. Ici, de grandes fêtes techno sont régulièrement organisées, comme le Funky Freaky Festival en 2012. Des centaines, parfois des milliers de jeunes de toute l'Europe, et même des enfants, viennent faire la fête, soulevant des poussières toxiques, sans le savoir. Certains donnent même des coups de pioche dans la terre, ignorant qu'elle est contaminée. Analyser le sang et l'urine de quelques résidents roulards s'impose donc. Les effets néfastes des métaux lourds sur le corps humain sont parfaitement connus. Le plomb s'attaque au cerveau et endommage les neurones. C'est le saturnisme. Il s'en prend aussi aux reins. Le cadmium favorise tout type de cancer, provoque des maladies pulmonaires et rénales, de l'hypertension. L'arsenic atteint le système digestif, provoque des maladies cardiovasculaires et aussi des cancers du poumon, de la vessie, du rein, de la peau. L'antimoine a des effets comparables à ceux de l'arsenic. Près des anciennes mines, on trouve aussi du thallium, un redoutable neurotoxique. Les conclusions de l'analyse lancée par le docteur Simon sont claires. Sur les 17 volontaires, 7 personnes affichent des résultats au-dessus des taux admissibles de plomb dans le sang ou d'arsenic et de cadmium dans les urines. Pour certains, une surveillance médicale particulière doit être engagée. Le professeur André Picot nous accompagne sur le terrain. Ouais, c'est des chiffres intéressants, ça. Voilà. Comment ça va? Ça va vous? Ça va bien. Bonjour. André Picot. Fab. Avec lui, nous rencontrons Sylvie, qui vit près du camp des Roulards et travaille sur le site. Elle a 45 ans et fait partie des 17 volontaires pour les analyses médicales. Alors, je ne suis pas trop plombée, par contre, j'ai beaucoup d'arsenic et beaucoup de cadmium. Mais en tout cas, vous êtes au-dessus de la moyenne. normes. Ah oui. De la moyenne. Le cadmium, si vous avez un taux vraiment constant de cadmium, c'est un peu embêtant parce que pour qu'on retire la moitié de la dose qu'on a dans le corps de cadmium, il faut à peu près 20 ans chez un adulte. Ah ouais. D'accord. Vous vous rendez compte? Donc peu à peu... Je vérifie déjà que je ne suis pas en train de m'en mettre encore. Voilà, voilà. Il faut faire attention à cet élément-là. Alors, tout le monde connaît hein, la tox du plomb, quoi. Ça, c'est surtout les enfants, les jeunes enfants. Ouais. Ça, et ici, s'il y a des jeunes enfants, il faut quand même les surveiller. Parce que d'abord, ils jouent dans la terre, ils portent souvent la terre à leur bouche. Ça, c'est un apport non négligeable pour les tout-petits. Justement, parmi les personnes analysées, un enfant de 8 ans, du village de Saint-Félix-de-Palière. Son cas est préoccupant. Nous soumettons les résultats des volontaires contaminés au professeur Gérard Lasfargue de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, qui dépend de l'État, en commençant par la fiche de l'enfant de 8 ans. Alors là, c'est un enfant qui a une plombémie. Vous m'ont montré un résultat donc, de 49 microgrammes par litre. Donc à l'échelon individuel, pour un enfant, c'est déjà une plombémie élevée, très clairement, même si c'est en dessous du seuil de 100 microgrammes par litre d'intervention. Mais c'est certainement voilà, un seuil dans lequel on doit, si on a ce type de taux-là dans une population, c'est très clairement un seuil aujourd'hui à partir duquel un certain nombre de mesures de vigilance seraient mises en place. Et là, j'ai un chiffre de 239 microgrammes par litre pour un monsieur âgé de 37 ans. C'est un peu élevé, non? Alors, ça, c'est typiquement un cas de ce qu'on appelle saturnisme, d'intoxication au plomb. Combien de contaminés? Combien de malades parmi les 6000 habitants de la région? Nous commençons une enquête de voisinage pour essayer de répertorier les maladies qui touchent la population locale. On veut absolument démontrer le possible lien avec la santé. Que ça provoque comme dégâts sur la santé, ou si c'est susceptible d'en provoquer parce que c'est dans le sol, parce que c'est dans les poussières. 6000 personnes sont donc susceptibles d'être contaminées. Assez rapidement, nous rencontrons un homme qui pense avoir exposé ses proches sans le savoir. Il se nomme Michel Bourgeat. À 79 ans, il vit seul dans sa grande maison de Tornac avec ses animaux.
Michel Bourgeat a longtemps ignoré que le masque qu'il a restauré voici 35 ans se trouvait sur un terrain contaminé. Il ne l'a appris qu'il y a 2 ans, à la suite d'une nouvelle étude commandée cette fois-ci par l'État. Résultat, ces terres sont polluées au plomb, au cadmium et à l'arsenic, avec des taux 20 à 30 fois supérieurs aux normes sanitaires admissibles. Les enfants de Michel Bourgeat, ses petits-enfants, ont beaucoup joué sur la propriété. Ce domaine de 7 hectares qu'il appelait son paradis est très contaminé. Au cours de ses nuits sans sommeil, Michel Bourgeat s'interroge sur l'origine du cancer de sa femme, décédée voici plus d'1 an, et sur le handicap mental de sa petite fille. Vous prenez la maison du dessus, cancer. Les 2 maisons qu'on voit ici, à gauche, cancer. Là-bas, cancer. Il y en a en pagaille. Le dire que c'est lié à la pollution, je n'en sais rien, mais qu'on me dise que la pollution ne fait rien. Hein, que les taux de plomb, d'arsenic, de cadmium qu'on a et d'autres métaux, c'est inoffensif. Ça, si on me démontre que c'est inoffensif, moi je veux bien. Avec le recul, Michel Bourgeat repense aussi à la mort prématurée de certains de ces animaux. Alors là, mes poules étaient là. Et vous n'avez plus de poules? Oh non, bah, j'en prends plus. Elles ne vivaient pas 3 ans. Vous avez perdu d'autres animaux Mes au ânesses. fil du temps. Mes 2 ânesses sont mortes. Elles allaient brouter en bas. Hein. Officiellement, elles sont mortes de quoi? Elles ne sont pas mortes de vieillesse, ça c'est sûr. Elles ne sont pas mortes d'avoir trop travaillé ni d'avoir été battues. Hein. Mais un jour, elles se sont couchées, puis pas relevées, mais sans avoir été malades avant. Vous avez également perdu des chiens. Toutes mes chiennes, cancer des mamelles. À 500 mètres de là, autour de notre gîte, les sols sont aussi pollués. On bat même des records de concentration en plomb. Voilà, c'est ces choses grises là. Qui sont hyper toxiques, mais bon, comme je les manipule depuis 40 ans, Jusqu'en 2014, Manuel Gomez, lui non plus, ne savait rien. Aujourd'hui, il se demande si cette pollution n'est pas à l'origine de ses problèmes de santé et du handicap de son fils, qui présente des troubles autistiques. Il se trouve que je suis diabétique depuis une 15aine d'années, et l'hypertension. Bon, dans ma famille, on a d'autres problèmes, mais pas ceux-là. Manuel, il y a un autre problème que vous rencontrez, un problème de peau qui pourrait être lié aux travaux que vous avez faits. Exact, je suis depuis à peu près une 20aine d'années traité pour des problèmes de peau. La peau se met à me brûler, comme vous imaginez un chalumeau dans le dos, ce que ça peut donner. Ça a commencé quand je faisais les travaux, donc je faisais toutes ces volières, notamment le plus, c'était quand je tondais la pelouse. Je tonds la pelouse torse nu, avec les poussières soulevées par la tonte et les machines. Et donc ça, là, c'est l'horreur. 2 arrêtés préfectoraux successifs ont été pris. Chacun doit pouvoir s'exprimer à son tour. Donc on va vous faire passer un micro. Tout le monde pourra s'exprimer. Manuel Gomez, Michel Bourgeat, Johnny Bowie se trouvent parmi la centaine de riverains venus écouter les explications du représentant de l'État, le sous-préfet Gilles Bernard. Nous sommes le 9 décembre 2014. Une télé locale filme la réunion. Ne pensez pas, je vous assure, qu'on veut minimiser les questions ou les mettre sous le poisson, bien au contraire. Mais attendez, bon, ça va. Officiellement, il n'existe que 2 secteurs gravement pollués. Ici en rouge sur la carte. Et pourtant, pendant la réunion, le sous-préfet ne va parler que de l'un d'entre eux, celui des roulards. Sur la carte, vous voyez qu'il y a un secteur où il y a un problème. Alors si je vous dis ça, vous en doutez bien, c'est pas par hasard. C'est parce que dans cet endroit, depuis maintenant des années, se tiennent des réunions festives, qu'on appelle des rêves parties, qui font venir. Accuser les roulards d'être les principaux propagateurs de pollution, l'argument ne prend pas. Monsieur, vous aurez la parole dans 2 minutes. Essayez juste de tromper les gens. La colère est forte et le message de fermeté du sous-préfet ne va rien arranger.
Si vous pensez qu'on va engager ici des mesures de dépollution, la réponse est non. La réponse est non. Non, 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 non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Bon, écoutez, je ne vous dirai pas pourquoi, je passe la... Pardon ? Bon, alors écoutez, si c'est ça, la séance est terminée. Une autre question préoccupe l'Assemblée. L'État va-t-il mener une enquête épidémiologique? Y a-t-il plus de maladies dans une zone à risque que dans une zone normale? Carole Salvio, médecin représentant l'Agence régionale de santé, rejette l'idée. Il n'y a pas assez de population pour mettre en évidence un risque d'une pathologie. C'est quand même des petites communes, donc on n'a pas beaucoup d'habitants. Ça ne fait pas ressortir de risque particulier en épidémiologie. Selon l'Agence régionale de santé, il n'y a pas assez d'habitants concernés pour lancer une enquête épidémiologique. Aujourd'hui, il n'existe donc aucune statistique de victimes potentielles de cette pollution aux métaux lourds. Là, il faut qu'on y aille. T'as une maison ici. Ah, c'est là que vit le jeune couple. Nous allons tenter de dresser une première liste de malades en poursuivant notre enquête de voisinage. Sur les communes de Saint-Félix-de-Palière et de Tornac, 1100 habitants. Allô? Oui, vous m'entendez? Nous passons des coups de fil, frappons aux portes, discutons avec les gens. Bonjour, monsieur. Une quarantaine de foyers en tout. Nous essayons de savoir quelles sont les maladies les plus fréquentes depuis le début des années 90. Ce sera une simple photographie. Sur 61 personnes malades ou décédées, nous comptons notamment 3 cas de saturnisme, 9 AVC ou rupture d'anévrisme et surtout 36 cancers. Du poumon, de la gorge, de la thyroïde, du système digestif, de la peau, de l'utérus, du cerveau et des leucémies. Toutes ces maladies peuvent être provoquées par les métaux lourds, mais nous n'avons aucune preuve scientifique pour l'affirmer. Les médecins sur place ont-ils, eux, établi un lien entre pollution et maladie? Seul le docteur Gérard Bouchacourt accepte de nous répondre. Merci de nous recevoir. Plus de 30 ans de médecine générale à Anduze, jusqu'en 2008. Nous lui avons soumis notre liste de malades. En termes d'AVC, en termes d'infarctus, en termes de cancer, en termes de... On avait énormément de grosses pathologies, mais on n'a jamais fait le lien avec la mine de... Non, j'entends bien, mais aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, oui, tout à fait, oui. En faisant le flashback. Ah oui. Ah oui, je pense que énormément de malades ne sont pas sortis indemnes de leur situation géographique, c'est à peu près certain, ça. Le médecin pense aussi qu'il y a un lien possible entre pollution et maladie. Mais pour l'établir avec certitude, il faudrait une étude épidémiologique. Une enquête que l'Agence régionale de santé, autrement dit l'État, refuse de conduire. Pourquoi l'ARS n'a-t-elle pas déclenché elle-même une enquête épidémiologique? Je ne peux pas concevoir que des gens qui sont représentants de la santé publique puissent être dans le déni complet. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais quand même, quand il y a du vent, fermez vos volets, puis lavez-vous les mains, et puis ne cultivez pas vos légumes, et interdiction de les vendre. Ça ressemble à quoi, ça? C'est du foutage de gueule, hein, c'est tout, c'est pas possible. Peu après cette interview, le docteur Bouchacourt prend les devants. Pour établir le lien entre pollution et maladie, il a besoin de statistiques. À Montpellier, il rencontre le professeur Jean-Pierre Dorès. Monsieur Dorès, bonjour. Responsable des registres des cancers du Gard et de l'Hérault, il a accès aux statistiques nationales et départementales. La première question, c'est est-ce qu'il y a vraiment plus de cancers ou pas? Est-ce qu'il y a plus d'incidence dans cette région
que dans une région qui n'est pas exposée à ces produits-là. Le professeur et son équipe vont comparer le nombre de cancers en France, dans le Gard et l'Hérault, avec ceux de la zone des anciennes mines. Sur cette zone, ils notent un pic des cancers hématologiques, des cancers du sang et plus de cancers de la prostate. Seules les données disponibles, celles de 2007 et 2010, ont été épluchées. Une enquête plus poussée serait plus consommatrice de ressources, indique sobrement le compte-rendu du professeur Dorès. En clair, il faudrait plus d'argent. Il y a donc plus de malades. Mais y a-t-il plus de décès? Pour le savoir, nous rencontrons un sociologue et mathématicien, Germain Barré. Il est spécialisé dans la cartographie de la mortalité en France. 40-50 communes comme ça, les unes à côté des autres, c'est pas normal. Nous lui avons demandé d'examiner le niveau de mortalité dans l'ancienne zone minière qui nous intéresse. Notamment la plus grosse commune, Anduze, 3400 habitants. Au niveau d'Alès. Donc nous avons une carte qui représente ici la situation de mortalité anormale, commune par commune. On peut identifier des zones, par exemple Anduze et Bagard ici, qui sont en fait des zones de mortalité anormale. Anduze et Bagard font partie des 3 communes les plus en surmortalité quand on tient compte des communes de plus de 2000 habitants dans le Gard. On ne peut pas faire plus objectif comme constat, puisque vous vous appuyez essentiellement sur des statistiques officielles. Ce sont des données officielles. Une surmortalité anormale est donc constatée à Anduze. Pourquoi? Quelles en sont les causes? Impossible de le savoir. En octobre 2015, l'Agence régionale de santé lance une simple surveillance sanitaire. Un dépistage de plomb dans le sang, de cadmium et d'arsenic dans les urines. Mais Anduze est exclu. Nous voulons savoir pourquoi. Nous prenons donc rendez-vous au siège de l'Agence régionale de santé à Montpellier, avec la coordinatrice de ce dépistage, le docteur Béatrice Sénémo. Pourquoi ne pas avoir inclus Anduze? C'est une question que beaucoup de gens se posent là-bas, dans ce secteur. Anduze n'a pas abrité de sites miniers sur le territoire de la commune. Et donc, il n'a pas fait l'objet d'une étude, son territoire n'a pas fait l'objet d'une étude d'imprégnation des sols. Mais savez-vous que tous les spécialistes estiment que par la circulation des poussières, par l'eau, par la géologie, Anduze est obligatoirement impacté. N'aurait-il pas fallu, par prévention, l'inclure dans le dépistage? Non, écoutez, on est là pour parler du dispositif. Ce n'est pas ma décision. Vous savez très bien que c'est une politique du ministère de l'Environnement d'avoir conduit ces études sur les sites miniers les principaux sites miniers français. Voilà. Et Anduze n'avait pas de site minier sur son territoire. Donc les gens d'Anduze, s'ils souhaitent se faire dépister, le dispositif est complètement ouvert, on a dit, aux communes avoisinantes. On n'exclura personne. Les habitants d'Anduze peuvent donc se présenter au dépistage, s'ils le souhaitent. Encore faut-il qu'ils soient au courant. De simples discussions dans les rues de la commune montrent que les gens ne sont pas informés. Vous avez rien reçu dans votre boîte à lettres, par exemple? Rien du tout. Nous donnons rendez-vous à 2 habitantes d'Anduze, afin de vérifier qu'elles peuvent elles aussi se faire dépister. Vous êtes Françoise? Françoise. Hop. Bonjour madame. Et mon amie Françoise. Enchanté. Les 2 Françoises prennent la direction de Saint-Félix de Pallières, où a lieu aujourd'hui le dépistage. À la mairie de Saint-Félix de Pallières, une infirmière les accueille. Elles sont effectivement acceptées. Vous n'avez pas fait de prélèvement d'urine? Vous allez le faire aujourd'hui. Arsenic et cadmium se détectent dans les urines. Le plomb se dépiste dans le sang. En plus des prélèvements, le personnel médical pose des questions sur les habitudes de vie. Alors, quel est votre type d'habitat? Maison individuelle, appartement? Oui, maison individuelle. Les gens cultivent-ils un jardin? Combien de temps par semaine? Attendez, par semaine? Attends, ça fait... Nettoient-ils régulièrement leur habitation? Et puis des questions un peu surprenantes. La fonte de soldats de plomb, de vitrail,
Non. Vous pratiquez cette activité-là? Non, Françoise ne passe pas ses journées à fondre des soldats de plomb. Les résultats complets de ce dépistage seront rendus publics dans le courant de l'année. Pour nous, des questions restent sans réponse. Pourquoi ne pas avoir conduit ici une étude épidémiologique? Pourquoi une surmortalité à Anduze? Pourquoi n'avoir pas pris des mesures de protection des populations? Nous sollicitons un entretien avec la ministre de la Santé Marisol Touraine. Par courriel, par téléphone, la ministre refuse. Nous tentons également d'interviewer Ségolène Royal, la ministre de l'écologie. Allô? Oui, monsieur Nicolas? Oui, bonjour. Oui, vous vous relancez pour votre interview, c'est ça? On n'a toujours pas eu de retour et toutes les demandes sont reparties pas plus tard qu'hier chez la ministre. Une simple touche, mais la ministre ne répondra jamais. Dommage, car nous avions beaucoup de questions à poser à Ségolène Royal sur la pollution aux portes des Cévennes. Tu devrais faire des relâchés quand même. Tu sais, les truites sont sensibles dans une eau claire comme ça. Savoir par exemple pourquoi le ruisseau le Palérol est classé rivière première catégorie par les services de l'État. Une rivière à truites comme on dit. Les parties de pêche sont autorisées. Rappelons que cette couleur rouille trahit une hyperacidité de l'eau, pas du tout naturelle. Et si l'on gratte un peu, voici les déchets contaminés aux métaux lourds. Normalement, ça doit mordre. Ah oui, ça va finir par mordre. Mais au fait, quelle est la qualité de l'eau potable dans les parages? Nous parcourons les bulletins officiels de la qualité de l'eau disponible sur le site du ministère de la Santé. À Anduze, Thoiras, Saint-Félix-de-Palière et Tornac, les analyses montrent le plus souvent une eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité. Mais par exemple, le bulletin du 21 mai 2015 de Thoiras et Saint-Félix-de-Palière mentionne une eau non conforme pour des raisons physico-chimiques. Les résultats d'analyse ne détaillent pas les mesures pour l'ensemble des métaux lourds. Il y a 1 an et demi, en consultant ces pages, nous avons découvert une énormité. Le 24 juin 2014, le ministère publie le bulletin de qualité de l'eau de Tornac. Eau d'alimentation non conforme. Le taux de plomb trouvé dans l'eau est impressionnant, 10 fois au-dessus des normes sanitaires. Mais le lendemain, surprise, ce bulletin a été modifié. L'eau est devenue conforme, comme par magie. Le très inquiétant taux de plomb est divisé par 100. Pourquoi ce bulletin a-t-il été modifié? Serait-ce pour cacher une pollution au plomb? Officiellement, la réponse est non. Un tuyau défectueux aurait faussé les résultats. Et c'est le 2e prélèvement qui serait correct. En attendant, Tornac capte une partie de son eau potable ici, dans le lit même du Palérol, le ruisseau le plus pollué par les anciennes mines. Un ruisseau qui se transforme en torrent lors des épisodes cévenols et qui submerge parfois la station de captage. Si Ségolène Royal nous avait répondu, nous lui aurions aussi demandé pourquoi les services de l'État autorisent toujours l'exploitation de la carrière de la Ferrière à Thoiras. Une carrière qui traverse d'anciennes galeries de mines. Plus au sud, à Saint-Félix-de-Palière, certaines galeries sont encore accessibles aux promeneurs. Ça s'enfonce vachement, hein. C'est l'ancienne galerie typique de cette mine de zinc et de plomb. Et visiblement, ça ne s'arrête pas. Alors là, ça menace de s'ébouler, ça c'est clair. C'est pas étayé du tout. Et c'est énorme. Et ça continue là-bas. À mon avis, ça remonte même beaucoup plus haut. C'est terrible. Et ça, c'est absolument illégal. Normalement, l'industriel aurait dû fermer, complètement boucher ces galeries de mines. Et ça n'est pas fait. Aucune barrière, aucun panneau à l'entrée n'avertit du danger.
Ici non plus, aucun avertissement. Toute la surface est recouverte de déchets miniers. Mais rien ne dissuade touristes ou riverains de faire un peu de motocross. Les poussières toxiques sont ainsi diffusées au gré du vent. Un peu plus loin, une colline, une digue stérile. C'est en fait un amas d'1 million de tonnes de déchets miniers. En 1990, cette colline verdoyante ressemblait à ça. Ce sable gris, très fin, volatile, rempli de métaux lourds très dangereux, a longtemps été une aire de jeu pour tous les enfants de la région. Cette digue a un propriétaire, l'ancien exploitant, le Belge Umicore. L'industriel a posé quelques panneaux pour rappeler qu'il s'agit d'une propriété privée. Mais rien ne prévient du danger, ni n'empêche de s'y promener, alors que cette montagne devrait être inaccessible. Umicore se défend en rappelant que les travaux de réaménagement ont été réalisés il y a 20 ans, à la demande de l'État français, ajoutant sur Internet que le site fait l'objet d'une surveillance régulière. Le toxicochimiste André Picot est venu vérifier sur place. Ces sables-là, c'est les fines de mine qui réapparaissent. Est-ce que franchement, ce spectacle, c'est le bout de la digue? Pour les écoulements, est-ce qu'on a une gestion qui permet d'éviter que la pollution se propage? C'est une gestion sauvage. C'est un système qu'on peut dire abandonné, quoi. C'est un manque de professionnalisme. Hein. C'est tout, c'est clair. Nous avons sollicité le responsable de l'environnement d'Umicore, ainsi que Thomas Lessen, son président. Il travaille pour la société depuis 25 ans. Une dizaine de courriels envoyés et plusieurs coups de téléphone passés tout au long de l'année 2015. En vain. Alors nous partons dans le nord, à Lille. Nous nous sommes inscrits au World Forum consacré à l'économie responsable. Dès notre arrivée, l'organisation annonce la couleur. La croissance se réinvente ici. Le World Forum réunit des dirigeants d'entreprises qui réfléchissent à un monde meilleur sur le plan social et environnemental. Parmi les partenaires de l'événement, Umicore. Thomas Lessen, le président du groupe belge, est là. Voilà comment Umicore est présenté. Il est président d'une société qui s'appelle Umicore. Alors Umicore, pour ceux qui se rappellent un peu Tintin au Congo, si vous voulez, c'était l'une des pires sociétés du monde, hein, en termes à la fois de dégâts pour l'environnement, disons de relations sociales, vous voyez ce que je veux dire, hein, je pèse mes mots, et il a transformé cette société en l'une des sociétés les plus vertueuses du monde. Eh bien, le voilà, monsieur Lessen. Bon appétit, rendez-vous à 14h. Thomas Lessen n'interviendra qu'après le déjeuner. Alors nous en profitons pour nous glisser sur scène. C'est France 3. On voulait savoir si vous aviez quelques minutes à nous accorder. Oui, c'est bien. Maintenant, ça serait possible. Oui. Est-ce que vous comptez dépolluer le site de Saint-Félix-de-Palières? Ça, c'est un site que je ne connais même pas. Ce site-là, c'est... C'est dans le Gard, vous êtes propriétaire d'une digue de stérile de laverie d'1 million de tonnes de déchets. Ça, c'est le pied de votre digue là-bas. Moi, je ne connais pas le sujet, je dois dire. C'est une eau qui est très acide, hein. Son pH est voisin de 2. C'est une eau où il ne faut pas mettre la main nue, nous disent tous les toxicochimistes. Voilà, c'est ce que produit votre digue là-bas, donc une propriété Umicore d'1 million de tonnes de déchets de mine. Hein. Je dois m'en informer alors de ça. Vous n'êtes pas au courant, vous, président de la société, de ça? Non, je ne suis pas au courant de ce dossier-là. Je connais les autres dossiers importants qu'on a en France, où on a fait ce qu'il fallait, je pense, et où on a été reconnu comme tel.
ce dossier-là, je dois m'en informer. Vous savez qu'aujourd'hui, on monte sur cette digue très facilement. Il n'y a rien qui l'interdit, rien qui en empêche. Elle n'est pas confinée, elle n'est pas clôturée. C'est un lieu de promenade, un lieu de chasse. Des enfants, des parents, avec leurs enfants, s'y amusent. Et on y a joué même avant qu'elle soit recouverte d'un peu de terre, malheureusement polluée elle aussi. On y a joué comme sur une dune de sable, des films de mine, pendant plus de 20 ans. Je ne suis pas, Vous étiez je ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui. Ça vous surprend? Ça me surprend, oui. Si c'est correct tout ce que vous affirmez, oui, ça me surprend beaucoup. C'est le produit d'une enquête. D'accord, mais... Sérieuse, de 2 ans. Vous me donnez les éléments dont vous disposez, et puis... Oh, vous les avez. Je peux bien vous les rappeler, effectivement. D'accord. Je vous écris directement. Oui, faites ça. Et sous quel délai? Une semaine? Dès que vous êtes prêt. On est prêt. D'accord. Merci. Merci. Merci, monsieur Lessen. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Malgré nos relances, Thomas Lessen ne répondra plus à nos questions. Cela fait maintenant 45 ans que les mines sont fermées. Umicore est parti, mais la pollution demeure. Et certains se demandent, faut-il partir aussi? Mais pour ça, il faut vendre. Michel Bourgeat a fait évaluer sa propriété par une première agence. Estimation, 450 000 €. Nous sommes en juin 2014. Durant l'été, mon enquête est diffusée sur RFI. L'information sur la pollution sort au grand jour. En octobre 2014, Michel Bourgeat contacte une autre agence pour une nouvelle évaluation de son bien. L'agent immobilier refuse à cause de l'extrême pollution. Il nous serait impossible de vous trouver un acquéreur, et ce même à un prix excessivement bas. Qui souhaiterait vivre dans un endroit hautement cancérigène? La maison, c'est le patrimoine qu'on transmet à nos enfants. Voilà, je suis ruiné. Voilà, ma maison, elle vaut plus rien. Voilà. Michel Bourgeat n'est pas le seul à avoir beaucoup perdu. Tous ses voisins sont dans le même désarroi. Nous avons compté une dizaine de magnifiques demeures, toutes situées dans des zones contaminées. Les gîtes de Manuel Gomez en font partie. Ça fait 2 vies. La mienne et mon épouse, où on a bossé, ça fait 20 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Tous nos économies sont passées là-dedans. Je vais me retrouver au mois d'août avec une retraite à 280 €. Et j'avais fait ces gîtes, le sachant très bien. Donc j'ai pris des décisions que je pensais en maîtriser. Et là, je ne maîtrise plus rien. Parce que je vais me retrouver avec 280 € à la retraite si je ne peux pas fonctionner avec les gîtes. On est condamné à rester privé de tous nos droits. C'est-à-dire que c'est la double peine, ou la triple peine, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Financièrement, c'est pas très important. J'ai jamais fait mes choix par rapport au fric. Par contre, ouais, ça a du mal. Par contre, moi, je voulais faire un lieu de vie pour personnes handicapées sur place, et ça, je pourrais pas le faire. C'est un projet qui n'aboutira jamais. Manuel Gomez et sa femme ont décidé de se battre. Michel Bourgeat aussi. Devant la justice administrative, dans l'espoir d'être indemnisé, mais aussi devant la justice pénale, pour mise en danger de la vie d'autrui. Et ils ne sont pas seuls. D'autres habitants sont à leur côté.